L'année 1918 est une des années les plus célèbres de l'histoire du monde. Pourquoi? La fin de la Première Guerre mondiale. Par contre, ce n'est pas aussi merveilleux qu'on pense. Ça marque le début d'une chose horrible. La pandémie la plus oubliée au monde. La grippe espagnole. Bonjour, ici Sébastien. Ici Lucas, voici le documentaire sur la grippe espagnole et le développement médical au début du XXe siècle. Pour vous mettre dans le contexte, nous allons vous présenter les dates significatives de la maladie. En tout, l'épidémie a duré entre 1918 et 1919, mais se sépare en 3 grandes vagues. La première vague a commencé à Kansas, États-Unis, en mars 1918 et a duré jusqu'à la fin de l'été. La deuxième vague, qui a duré entre le début du mois de septembre et a continué jusqu'en hiver, est la plus mortelle. Quand les soldats sont revenus de la guerre en novembre, ça a empiré la situation. La dernière s'est passée durant l'hiver et le printemps de 1919, et la pandémie est terminée suite au développement d'immunité de la majorité de la population. Mais comment est-ce que la maladie s'est propagée à une aussi grande échelle? Au Canada, la théorie la plus reconnue se compose de l'infection à bord d'un train plein d'esclaves chinois. La maladie s'est propagée radicalement puisque personne ne pouvait s'isoler dans un petit train de bétail. Les esclaves sont transportés à Halifax et les personnes portant les symptômes sont isolées. Cependant, de restes passagers sont transportés à bord de bateaux à l'Empire britannique, même si les gens étaient contagieux plusieurs jours avant de présenter des symptômes. Une deuxième théorie suppose que la maladie a commencé aux États-Unis au camp Funston à Fort Riley, Kansas. Personne ne remarque le nouveau virus au camp surchargé parce que les épidémies dans les camps sont courantes pendant la guerre. Les premières morts sont rapportées aux États-Unis, mais, bien sûr, l'armée américaine s'en fiche et envoie quand même leurs soldats au front européen pour combattre dans la guerre et leur donner un petit cadeau. Les cas se multipliaient hors du contrôle. Les docteurs ne savaient pas quoi dire à leurs patients, puis c'est une maladie tellement nouvelle. Plusieurs physiciens conseillent aux gens d'éviter les endroits bondés ou d'éviter de parler aux gens en général. De plus, ils recommandent d'utiliser des remèdes de maison recommandés, comme la cannelle, boire du vin ou même du bouillon de bœuf. Après quelque temps, les docteurs recommandaient de couvrir le nez et la bouche lorsqu'ils étaient en public. La grippe était très grave lors de la deuxième vague, vers la fin de la Première Guerre mondiale, où les soldats malades retournent de la guerre à la maison. Les conditions anormales, comme le gaz à moutarde qui est entré dans le système des soldats, la malnutrition et la fatigue de la guerre ont fait en sorte que le virus s'est muté et devenu beaucoup plus dangereux. Plus de 90% des gens décédés durant cette pandémie étaient durant la deuxième vague. La pire célébration de l'histoire humaine était la journée d'armistice. Des célébrations à travers le monde entier étaient mises en place pour fêter la fin de la guerre. Par contre, des milliers de soldats avaient la grippe et encore plus de civils l'avaient. Cela a causé le plus grand nombre de cas en un jour aux États-Unis. 650 000 cas, juste aux États-Unis. Pour contrôler les cas qui augmentent à une vitesse ludicrous, les gouvernements ont pris plusieurs décisions. Les gouvernements ont réalisé que le virus se répandit dans les villes très densément peuplées et sans plan de traitement. Certaines villes, comme la Philadelphie, ont pris leurs décisions trop tard, ce qui a causé des désastres comme le Liberty Loan, qui a causé 1000 morts et 200 000 malades en seulement 10 jours. Après cette horreur, le maire de la Philadelphie a décidé de fermer tous les lieux de public, comme les salons et les théâtres. Mais, d'autres villes ont pu ralentir la propagation avec plus de succès. Le Canada et la ville de Saint Louis en Missouri ont pris des mesures plus rapidement que la Philadelphie. Ils ont interdit l'ouverture des écoles, des cinémas et ont interdit tout rassemblement public. Ça te rappelle quelque chose? La COVID. La ville de San Francisco ont fait que si tu te fais attraper sans port de masque, tu recevrais une amende de $5, qui était assez grande dans le temps, car la paye minimum était 30 sous par heure. Le pays qui a pris la plus grande décision par rapport au virus, le seul pays avec aucun cas, la Samoa américaine. Aussitôt que son pays voisin, la Samoa de l'Ouest, a eu son premier cas, le gouverneur John Poyer a fermé toutes ses frontières et a mis des restrictions énormes sur toutes les personnes et cargos qui entraient et qui sortaient du pays. De plus, il a mis le pays en quarantaine totale.
Ce désastre humanitaire était la raison principale de l'établissement du département de la santé au Canada en 1919. Avant la pandémie, les docteurs travaillaient soit pour eux-mêmes ou étaient financés par des charités ou églises. Les gens qui étaient pauvres ou de classe ouvrière n'avaient presque aucun accès aux soins de santé et étaient frappés très fort en raison d'espaces de vie encombrés, de longues heures de travail et de mauvaise alimentation. Avec cet aperçu, l'épidémiologie devient reconnue comme une science qui étudie le schéma des maladies, les causes et les effets. Puis, les pays commençaient la création ou la refonte de leur ministère de la Santé dans les années 1920. Par exemple, le premier ministre de la Santé au Canada était Newton Wesley Rowell. Cette pandémie a aussi influencé les pays à créer un système de soins de santé plus centralisé et accessible par tout le monde. Cette révolution de santé publique a affecté différentes régions du monde. Alors, on a établi un bureau international de la lutte contre les pandémies en Vienne, Autriche. Ceci est le prédécesseur de l'OMS ou Organisation mondiale de la santé que nous connaissons aujourd'hui. En effet, la grippe espagnole nous a permis d'approfondir nos connaissances sur les virus, notamment la création de plusieurs outils utilisés pour le développement de vaccins et la compréhension de la nature des gènes et les substances chimiques qui les codent. Les nouvelles découvertes scientifiques ont permis à Dr. Oswald Avery à apprendre l'existence de l'ADN. En 1931, il y avait un avancement énorme fait à la Vanderbilt University. Des chercheurs ont trouvé une façon de, on peut dire, grandir de la grippe dans des œufs fertiles d'une poule. Cette découverte nous a permis de faire beaucoup plus de tests et d'apprendre les caractéristiques sur les virus, ce qui nous a permis de découvrir les virus A et B. Cette découverte a aussi ouvert la porte pour la création de vaccins, car c'est devenu beaucoup plus facile d'isoler un pathogène. Des personnalités connues telles que Dr. William H. Welch, Dr. Oswald Avery, Dr. William Park et Dr. Anna Williams ont joué un rôle clé dans la lutte contre la grippe espagnole, car ils ont répondu rapidement à l'augmentation des cas, incitant les généraux à agir et contribuer au développement de vaccins et d'antitoxins. Après quelque temps, on découvre que la souche du virus à l'origine de l'épidémie s'appelle H1N1. La grippe espagnole a des impacts désastreux sur la population. En analysant les estimations, on constate qu'il y a eu environ 50 à 100 millions de morts et plus de 500 millions de cas à travers le monde entier. Même si ces estimations sont vagues, à cause de la difficulté d'avancer des statistiques dans le temps, l'estimation basse nous indique que la grippe espagnole a tué plus de personnes que la Première Guerre mondiale en entier. Au Canada, un pays avec une relativement petite population de 8 millions, a eu 2 millions de cas et 50 000 Canadiens sont décédés. En lien avec cela, les symptômes les plus courants se comportaient de maux de tête, de fatigue, de toux sèche et de perte d'appétit. Cependant, des complications secondaires comme la pneumonie étaient souvent la cause de mort et non le virus lui-même. Une des plus grandes pandémies de l'histoire du monde a commencé en 1919. Puis, une autre similaire a commencé un siècle plus tard, la COVID-19. Des mesures sanitaires comme l'isolation, la quarantaine et le port du masque ont tous été appliqués pour combattre la pandémie d'aujourd'hui. Ainsi, en nous basant sur les statistiques Worldometers à partir du 4 mars 2022, le taux de mortalité de la COVID-19 se rapproche à 1,36%, tandis que la grippe espagnole atteint 2%. De plus, la COVID-19 affecte principalement les gens de 65 ans et plus. Mais, la grippe espagnole a affecté les gens en meilleure santé, normalement âgés d'environ 20 à 40 ans. Ceci prouve que la grippe espagnole est beaucoup plus dangereuse que la pandémie qu'on vit maintenant. Fait intéressant. L'entrée de la grippe espagnole a eu un impact énorme sur la guerre. Vers la fin de la guerre, en printemps et au début d'été de 1918, les soldats américains qui ont eu le virus l'ont donné aux soldats français et britanniques. À cause de cela, les soldats des Alliés étaient affaiblis, ce qui a permis aux Allemands, après avoir libéré leur armée au front russe, à cause de la révolution de Lénine, de prendre un montant énorme de terre des Alliés, jusqu'au point que l'armée allemande sont arrivés à 56 km de Paris, la plus proche qu'ils ont jamais été. Après cela, tout est allé en faillite. Les Allemands ont attrapé la grippe. Le général allemand, Erich Ludendorff, a donné un délai de 5 jours et puis l'a attaqué. Par contre, ces 5 jours n'ont fait qu'empirer la situation, car après ce temps, plus de 10% de l'armée allemande ont attrapé la grippe. Ceci est lié étroitement avec leur défaite et bien sûr la victoire des Alliés. Ainsi,
Le nom de la grippe espagnole n'est pas parce que le virus est venu de l'Espagne, mais parce que c'était un pays neutre et ne limitait pas l'information qui était dans les médias comme les nations alliées. Donc, en conséquence, les gens pensaient que l'épidémie était spécifique à l'Espagne, alors le nom est resté la grippe espagnole. Un siècle plus tard, cette pandémie est oubliée par la société, pas à cause du manque de sévérité, mais parce que c'était tellement terrible. En repensant à l'épidémie de la grippe espagnole, nous pouvons reconnaître le chemin parcouru par le développement médical. Même avec des progrès incroyables, notre monde est toujours si vulnérable aux maladies généralisées.